Ok, bah, merci beaucoup. Du coup, il nous reste encore un petit peu de temps parce que, comme je le disais, Nathan Godet de l'Université de Poitiers, malheureusement, ne peut pas être parmi nous et nous présenter ses travaux de thèse qui portaient donc sur les 300 ans du CHUM. Du coup, je vous invite à nous faire des remarques, commentaires ou autres sur la thématique des tempêtes et submersions historiques, sur le groupe de travail, la réunion plénière, les différentes présentations qu'il y a pu avoir. Voilà. Je sais que c'est un petit peu compliqué en 100% distanciel. Pour compléter, peut-être, je prends Nicolas Pouvreau du Jaune pour compléter un peu les propos de Nathalie. Si j'ai bien compris, c'est un peu d'avoir votre retour d'expérience sur cette journée plénière. Donc, effectivement, on aurait tous aimé nous retrouver en présentiel pour pouvoir échanger directement, profiter des pauses café, etc. Mais est-ce que sur le format d'une journée de séance plénière avec une matinée qui fait un petit peu le retour des différents groupes et puis l'après-midi sur une présentation de différentes thématiques en lien avec le GT. Est-ce que le format vous convient? Est-ce que vous avez des petites déceptions? Est-ce que vous voudriez qu'on creuse sur d'autres aspects de la même manière au niveau du fonctionnement du GT? Est-ce que vous avez des questions? Enfin voilà, c'est vraiment une séquence ouverte pour discussion et échange sur le GT, sa vie et puis les différentes réalisations qui ont été présentées, quoi. Franck, ta main est levée. Que tu veux Depuis tout à intervenir? l'heure, alors dans ce cas. On voit pas très bien si. Je sais pas, elle me paraissait non levée, je la baisse. Ok. Non, mais du coup, j'en profite pour dire que le format paraissait bien, pour répondre à Nicolas. Et je crois que dans l'ordre, il y a Robin qui a levé la main en premier et ensuite, ce sera Pierre. Oui, je trouve que c'est le format intéressant et puis il mérite aussi, enfin, de se faire connaître. Après, je trouve dans le côté de la mémoire des tempêtes, il y a un côté, participatif finalement qui est important. Bon, vous voyez bien avec l'exemple du rôle où c'est tout un réseau d'observateurs, mais finalement, il y a aussi des connaissances locales dans les collectivités, ou autres pour faire remonter des mémoires d'événements, qu'on n'a pas forcément et qui peuvent servir à tout le monde. Donc oui, enfin ça, je trouve ça important de ce côté, cette ouverture. Et ça pose la question aussi des outils, à quel point aussi ils sont faits pour, être alimentés par plein de retours d'expérience de partout. Enfin là, il y a je pense une question de moyens, puisque je comprends bien que chacun est un peu volontaire dans sa démarche ici. Et voilà, et j'avais juste une autre question, c'était le côté un peu, enfin, là plus d'un point de vue scientifique, technique, c'est sur le côté, les événements avec les fortes houles, qui peuvent générer des setups, importants, en conjonction avec des niveaux d'eau, ou autres, ou grandes marées. Je pense à une tempête en particulier, j'en parlais tout à l'heure, c'est la tempête Viviane en 90, sur les côtes normandes, où finalement c'était un des facteurs prédominants. Puis il y a eu des brèches, des inondations et tout ça. Et souvent on parle de surcote, atmosphérique et de marée, et voilà, je voulais savoir, est-ce que, dans les travaux là que vous avez en tête, en cours ou futurs, si la concomitance, avec des événements de forte houle qui peuvent générer des augmentations du niveau d'eau aussi, c'était quelque chose qui était travaillé ou pas? Merci. Je vois que Didier, tu as levé la main. Est-ce que c'est pour répondre Oui, je peux, je peux répondre
Peut-être en partie. Le processus web setup, à partir du moment où il est généré, il est mesuré dans les surcotes, observées, hein, dans les hauteurs totales, telles qu'elles sont filtrées actuellement dans les observations. Ce signal-là apparaît quand il est soit prédominant, soit tout au moins présent. Donc ça, c'est pour la partie observation. Pour la partie prévision du total water level ou de surcote, incluant l'effet des vagues, donc le web setup. En ce qui nous concerne, on a un programme de travail qui est maintenant prévu. Et la prochaine étape, effectivement, c'est d'avoir des capacités de prévision numérique qui seront couplées niveau aux vagues courant et qui donc intégreront dans la surcote l'effet des vagues sous la forme du web setup. Ça, c'est assez exigeant du point de vue de la résolution des modèles qu'il faut mettre en place, d'une part, ainsi que de la physique que doit représenter le modèle. C'est pour ça que c'est pour le moment des capacités de modélisation qui ne sont pas opérationnelles, donc des capacités de prévision qui ne sont pas installées en opérationnel à Météo France, puisque on co-développe avec Météo France les modèles qui sous-tendent la vigilance d'action-immersion. Donc ce sont encore des capacités de prévision qui ne sont pas opérationnelles à Météo France. Le calendrier pour ça, c'est, on va dire, dans les 6 à 12 mois qui viennent, avec une première configuration qui sera implémentée sur la partie Nord-Aquitaine, c'est-à-dire du golfe de Gascogne, du bassin d'Arcachon jusqu'à environ, incluant les Pertuis charentais, qui sont deux zones complexes du point de vue de la mise en place du web setup, que ce soit le bassin d'Arcachon ou les Pertuis charentais. Donc voilà pour un topo assez rapide. Donc pour ce qui est de l'analyse des surcotes observées, quand il y a web setup, le niveau ou la surcote mesurée intègre le signal de web setup. Pour ce qui est de la capacité de prévision numérique de surcote incluant le web setup, en termes opérationnels, il faut attendre encore quelques mois ou au plus peut-être une année. Mais ce sera pour commencer sur une portion de territoire. On compte bien à échéance du moyen terme pouvoir généraliser ça, mais ça pose à la fois des contraintes, comme je le disais, de modèles, mais aussi des contraintes de mise en place opérationnelle. Il faut que tout ça puisse se faire dans le tempo nécessaire aux prévisionnistes de Météo France pour disposer de l'information suffisamment rapidement. On parle là de modèles on parle là de résolution avec des modèles de quelques dizaines de mètres sur les endroits où ça s'impose. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, absolument, merci. Mais c'est vrai que sur la mesure des marégraphes, je pensais que le setup était peut-être pas complètement mesuré. Peut-être mais si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. C'est l'augmentation du niveau moyen sous l'effet du transfert d'énergie. Donc, cette augmentation du niveau moyen au sens niveau qui serait le niveau sans l'agitation justement lié aux vagues, hein, mais du fait du transfert radiatif, de pression de radiation des vagues vers l'augmentation du niveau statique. Donc, oui, là, en tout cas, nous, on part du principe que ça y est, peut-être pas complètement, mais quand on compare une surcote observée typiquement à Arcachon, une surcote telle que vue par le marégraphe à Arcachon, par rapport aux prévisions que l'on peut avoir via des modèles numériques dont on sait qu'ils n'incluent pas le web setup, on a un écart de 20 à 30 cm, et quand on prend un modèle un peu plus complexe qui intègre le web setup, on compense cet écart.
Donc, Ok. il y a le web setup dans l'observation de la surcote. Alors, bon, voilà, c'est peut-être pas aussi généralisable que ça, mais en tout cas, il y a une contribution du web setup il y a la contribution du web setup dans la surcote mesurée. Merci. Merci beaucoup Didier. J'ai vu que tout à l'heure, Sabine et Jessie avaient levé la main et là, je vois que Florence a également levé la main. Ouais, alors C'était pour rebondir directement sur ce sujet. oui, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à m'entendre cette fois-ci? Parce que tout à l'heure, ça ne marchait pas. Oui, c'est bon. Ah, punaise. Voilà. C'était un peu de désespoir. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est effectivement, il y avait ce travail qui était en commun avec le CHOM sur la très haute définition. Maintenant, comme le dit Didier, c'est pour une très petite portion de côte, en fait, pour commencer. Et c'est vrai que c'est un objectif d'arriver à la très haute définition sur toutes nos côtes, et y compris sur les côtes de la Méditerranée. Bon, alors peut-être 10 mètres, c'est plus le domaine de Météo France, hein, mais là, après, ce que je veux dire par là, c'est que au niveau, on va dire, organisationnel, on rentre plus vraiment dans nos capacités de vigilance, en fait, et dans notre mission de vigilance. Donc, ça veut dire que quand on aura, alors même si on commencera par petits morceaux, effectivement, alors entre un petit morceau du nord de l'Atlantique et puis la totalité des côtes, bah, il va passer du temps. Hein, ça, je crois qu'il faut être honnête là-dessus. Hein. Ce sera une première expérimentation sur une petite portion de côte, effectivement, comme le disait Didier. Après, la mise en œuvre opérationnelle et quels sont les outils opérationnels qui peuvent être utilisés par les prévisionnistes, c'est encore autre chose. Et est-ce que ce sont aux prévisionnistes de Météo France d'être capables de donner cette information qui finalement, sous des petites différences d'angle, on va dire, de la côte, vont avoir un impact différent sur le lieu? Voilà, là, il va y avoir une vraie question à se poser sur le caractère opérationnel au-delà du modèle. Donc, même si le modèle, on le travaille ensemble, là, actuellement, on n'est pas organisé pour faire quelque chose et on n'a pas les moyens de faire une prévision opérationnelle avec une prévision de 10 mètres. Donc, soyons honnêtes là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir ensemble, une fois qu'on aura les modèles de calcul qui tourneront et qui seront généralisés. On ne va pas donner le service juste à un petit bout de côte et puis pas à la petite bout de côte d'à côté. Ce ne serait pas correct de faire quelque chose de vraiment opérationnel sur quelque chose de partiel. Eh bien, à partir de ce moment-là, et en prévision de ce moment où ça va arriver, il faudra qu'on ait défini avec je ne sais pas quels organismes comment on va être en mesure de fournir le service opérationnel qui correspond aux calculs qui auront été faits. Donc ça, c'est quand même vraiment à faire. Je dis que le côté opérationnalisation, on va dire, complète de la chose, je ne sais pas comment on peut le faire, nous, quoi. Je suis honnête, hein, je dis les choses, il faut faire les calculs, il faut préparer tout ça, mais après, il faudra voir, ou avant, il va falloir voir comment est-ce qu'on s'organise pour que le service soit vraiment rendu. Voilà. En vigilance, on fait comment dire, en gros, on va faire des morceaux de côte, des tiers de département. On va peut-être descendre un peu en dessous, mais pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus précis au niveau de la prévision opérationnelle. Donc, il y a tout un boulot derrière, hein, en complément du modèle. Oui, je confirme. C'est-à-dire que ça ouvre des perspectives pour des produits et services. Ces produits et services, ils restent encore en tout ou partie à inventer. Et accessoirement à financer. Et aussi qui va les faire. Voilà. Parce que je veux dire, s'il faut aussi financer un prévisionniste opérationnel, en sachant un poste de prévisionniste opérationnel, c'est en fait 8 ETP, pour pouvoir faire ce travail-là en plus, il faudra trouver quelqu'un qui est capable de le financer. Ça va être compliqué. Il va falloir trouver une organisation pour que ça puisse fonctionner. Merci beaucoup.
Sabine et Jessie, c'était pour réagir également à ce sujet. Oui. Sinon, c'était en fait pour partager une discussion qu'on avait eue il y a quelques années quand même en arrière sur les données historiques de vagues, en fait, pour un peu répondre à Robin. Où du coup, c'était une discussion avec Thierry Sozo et Emmanuel Attimon, où d'un point de vue documentaire, enfin, on peut avoir des informations sur le fait qu'il y ait par exemple eu du choc mécanique de vagues, mais après, pour en tirer un seuil de perception, c'est compliqué à terre, et puis beaucoup plus facile du coup en mer, et voilà, c'était un peu pour compléter là-dessus. Et puis oui, du coup, d'un point de vue statistique, on peut utiliser des méthodes multivariées pour prendre en compte à la fois les vagues, les surcotes, le vent, les débits de rivière. Donc ça, c'est assez courant. Merci beaucoup, Jessie. Sinon, tout à l'heure, il y avait Pierre Pouzet également qui avait levé la main. Oui, oui, non, c'était pour rebondir après sur la structure de la journée. Moi, je trouvais, hein, comme Franck, hein, c'était un peu le même point de vue, hein, que c'était très bien, hein, les travaux en lien, enfin les travaux du GT le matin et ceux qui étaient après un peu en lien aussi l'après-midi. Puis en même temps, on peut en profiter aussi pour vous remercier et féliciter aussi l'équipe de gouvernance du GT, hein, parce que c'est vrai que cette journée, elle est intéressante, et même surtout sur toute l'animation qui est faite tout le long de l'année. Comme voilà, c'est un groupe avec pas mal d'acteurs variés, il y a des travaux qui sont quand même très importants, et c'est toute une gestion, donc bravo à vous aussi pour ça, quoi. Voilà. Et merci à EDF pour l'organisation. Peut-être que la prochaine fois, on pourra se voir, on ne sait jamais. C'est le but de pouvoir tous se retrouver ensemble. Quand il n'y a pas le Covid, il y a des grèves, je ne sais pas, c'est désespérant. Oui, c'est un peu ça, oui. Peut-être faudrait-il choisir une autre période que le mois de mars. Un mois un peu moins propice aux grèves. Mais bon, est-ce que c'est facile à trouver? Je tenais quand même à faire une dernière remarque aussi sur l'organisation de cette journée. Pour dire que bon, le groupe de travail, c'est donc Tempête et Submersion historique. On a parlé pas mal de données historiques, d'événements historiques, etc. Et c'était vraiment dommage aujourd'hui. Mais bon, après, les calendriers des uns et des autres ont fait qu'on avait très peu d'historiens, parce qu'il y en a vraiment dans ce groupe qui sont aussi très actifs, qui ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui pour nous présenter nos travaux. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui reste quand même important, et c'est ce qui fait aussi une plus-value en fait de ce groupe de travail pluridisciplinaire, c'est c'est vraiment ce travail d'historien est très très important et très cher à tout le monde au sein de ce groupe. Et du coup, j'espère que la prochaine fois qu'on fera une réunion, il y aura une présence plus forte d'historiens parmi nous pour contribuer également à cette réunion avec leurs travaux respectifs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, commentaires ou autres?
Bon, bah, si ce n'est pas le cas, merci à tous pour votre présence et pour vos présentations et les échanges qui ont eu lieu suite à ces présentations. Et bien sûr aussi à tous les membres du GT qui participent régulièrement à des réunions tout au cours de l'année et qu'il faut avancer donc les différents projets de ce groupe de travail. Je pense que je vais clore cette journée. Je vais clore la journée. Il y a un enregistrement qui a été fait de la réunion. On va essayer de préparer les petites vidéos. Il y aura également un petit compte-rendu. Et pour les personnes qui ont présenté, n'hésitez pas à me transmettre vos supports de présentation qui pourront également, si vous le souhaitez, qui seront, si vous le souhaitez, également mis en ligne sur le site internet refmar.chom.fr pour capitaliser également tout ce qui a pu être fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Et j'espère à très bientôt en présentiel cette fois-ci. Merci. Bonne soirée. Merci Nathalie, merci à tous, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.